Alors bonsoir plutôt à tous et bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode de SMU Inside de la saison 1. Ce soir, c'est pas nos étudiants qui vont prendre la parole, mais plutôt nos diplômés. Donc tous nos récents diplômés qui vont prendre la parole. Donc on va commencer de suite en du coup me présentant. Je serai l'animatrice, co-animatrice ce soir. Je m'appelle Sophia, je suis en Ingé 1, donc première année de cycle ingénieur. Donc après avoir fait ma prépa à l'ESMU Sudria, je suis actuellement au parcours management et je souhaiterais intégrer la majeure ingénierie financière et statistique. Donc je vais laisser la parole à Chloé, donc ma camarade qui va se présenter. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Chloé. Je suis également en première année donc, de cycle d'ingénieur à l'ESME Sudria sur le campus d'Ivry. J'ai donc choisi moi le parcours énergie et environnement. Et lors de mes années de prépa, j'avais choisi le parcours management et je souhaite choisir la majeure, soit conversion d'énergie, soit énergie renouvelable. Et Madame Pauline sera également présente pour répondre à vos questions pour côté admission. Merci Chloé. Alors, donc pour ceux qui nous rejoignent, qui ne sont pas du tout habitués au concept de l'ESMU Inside, donc ce sont des lives en direct, donc avec des sessions questions-réponses. Donc il y a 8 thèmes différents, donc ce soir et le dernier. Donc ça se passe tous les jeudis de tous les 15 jours. Et en fait, donc, nous avons environ 6 étudiants qui vont prendre la parole. Donc là, en l'occurrence, ce ne sont pas des étudiants, mais des nouveaux diplômés. Donc, pour le programme de ce soir. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons divisé ça en 3 parcours. Dans un premier temps, le parcours innovation. Donc, en fait, nous avons Mylène, Julien, Clément et Louis-Paul qui vont nous parler de leur insertion professionnelle ainsi que les majeurs qu'ils ont choisis. Ensuite, nous avons pour le parcours international Emmanuel. Et enfin, le parcours management Amélie. Donc, ils vont tous nous présenter, donc non pas leur parcours, mais plutôt leur insertion professionnelle et leur chemin dans l'école et jusqu'à maintenant, ce qu'ils font actuellement. Donc, je vais laisser la parole à Chloé. Donc, exactement. Donc, tout d'abord, lorsque vous voulez devenir ingénieur, ça se déroule en 5 ans. Vous avez 5 ans d'études. Donc, par le cycle préparatoire qui se déroule en 2 ans. Et ensuite, vous avez 3 ans de cycle d'ingénieur. Donc, il faut savoir qu'à l'ESME Sudria, il y a des parcours qui sont proposés. Donc, lorsque vous êtes en cycle préparatoire, les parcours sont des parcours de découverte. Et lorsque vous rentrerez en cycle d'ingénieur, ce sera des parcours où vous serez spécialisé. Donc, à l'ESMU Sudria, il y a 6 parcours possibles. Donc, tout d'abord, il y a le parcours innovation, il y a le parcours International Connection et il y a le parcours énergie-environnement. Puis, il faut également savoir que l'ESMU Sudria a un partenariat donc pour avoir un double diplôme avec une école de commerce qui est également dans le groupe Ionis, l'IEG, pour pouvoir faire le parcours ingénieur-manager. Puis après, nous avons également des certifications donc avec d'autres écoles également de Ionis, donc Subbiotech pour le parcours biotechnologie et santé et IRSUP pour le parcours ingénieur-designer. Donc, lorsque vous choisissez un parcours, vous rentrerez en 4e année et vous allez donc devoir choisir une majeure selon le parcours que vous avez choisi. Merci. Donc, il faut savoir qu'à l'ESMU Sudria, donc la plus grosse valeur ajoutée de notre école, c'est son insertion professionnelle. Donc, comme vous pouvez le voir, 96% des diplômés sont en poste après 2 mois. Donc, les 4 autres pourcents, c'est souvent soit qui sont en recherche, soit en double diplôme ou qui sont à la recherche de d'autres pour continuer leurs études. Le salaire moyen, 1 an après la sortie d'école, est donc d'environ une échelle, c'est de 41 400 € à 45 700 € pour les nouveaux entrants dans une entreprise. Juste en dessous, vous pouvez voir un schéma du coup, qui nous montre un peu la répartition de nos diplômés. Et comme vous pouvez voir, les plus grosses parties de nos diplômés vont dans le transport et les mobilités avec 30%, mais aussi l'intelligence numérique avec 26%. Donc,
comment on aide au niveau de l'insertion professionnelle? C'est d'abord construire son projet professionnel. Donc nous avons une semaine des métiers, des ateliers coaching, CV, utilisation des réseaux sociaux et d'internet, des simulations d'entretien, des stages dès la prépa, mais aussi une très grosse proximité avec les entreprises. Donc c'est en rapport avec les semaines des métiers et les ateliers. Nous avons aussi des projets en lien avec les entreprises, donc en 1G2 et 1G3. Donc ce sont vos 2 dernières années de cycle d'ingénieur. Nous avons aussi des enseignants qui sont issus du monde de l'entreprise, donc qui sont professionnels. Ils vont vraiment donner des cours professionnalisants, mais aussi des stages de professionnalisation. Donc, il faut savoir que chaque année, pendant tout notre cursus scolaire, on a des stages, mais les plus importants et ceux qui sont les plus professionnalisants sont dans le cycle ingénieur. Donc, nous allons du coup commencer, comme je l'ai dit plus tôt, par le parcours innovation. Donc, concernant ce parcours, donc là, nous avons 4 majeurs qui sont proposés, donc la mécatronique, les systèmes embarqués, les réseaux télécoms nouvelle génération, mais aussi l'intelligence artificielle. Et donc là, vous avez une petite liste de débouchés de ce parcours, comme par exemple ingénieur recherche et développement, expert équipement embarqué et système, ou par exemple ingénieur en IA, ingénieur en analyse d'image. Donc, je vais laisser la parole à Mylène, qui va commencer par nous parler nous faire son témoignage. Bonjour à tous, donc je m'appelle Mylène Pereira, j'ai été diplômée de l'école l'année dernière, en 2020. Donc j'avais rejoint l'école après un bac S, option sciences de l'ingénieur, directement en prépa intégrée. Suite à ça, en 4e année, j'ai rejoint la majeure mécatronique. Qu'est-ce que la mécatronique? C'est une combinaison à la fois de mécanique, d'électronique et de logiciel. J'ai choisi cette majeure parce que ces 3 domaines étaient vraiment très importants pour moi. Et ce que j'aime dans la mécatronique, c'est qu'on peut comprendre un projet dans son ensemble et travailler sur ses différentes parties. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et qui permet aussi de pouvoir évoluer beaucoup plus facilement ensuite dans sa vie professionnelle. Durant les études à l'ESME, on réalise plusieurs projets et notamment le projet de 4e année que j'ai réalisé durant lequel j'ai réalisé un robot ramasseur de balles de ping-pong. C'était un projet très intéressant parce que il nous permettait à la fois d'apprendre à trouver des solutions technologiques face à des problématiques, mais aussi de développer des compétences techniques qu'on ne peut pas forcément obtenir uniquement avec des cours. Et surtout, il permet de nous apprendre à travailler en groupe. Les projets, ce n'est pas les seules choses pour lesquelles on doit travailler en groupe à l'ESME, mais je trouve que c'est quelque chose de très important pour le monde de l'entreprise parce qu'on travaille rarement seul. Et donc, en 5e année, j'ai travaillé sur un projet, cette fois-ci pour une entreprise, A2V Mécatronique. Ça permet aussi de faire le lien entre l'école et l'entreprise, d'avoir un premier contact dans ce monde et de voir ce qu'on peut attendre de nous et ce qu'on peut faire surtout à la sortie de l'école. Donc, nous avons réalisé un module sans fil qui permettait de commander des moteurs à distance. Ce projet, ce n'était pas le seul lien qu'on avait avec les entreprises. Tout au long de notre parcours, on a réalisé différents stages. Et les stages les plus importants, c'était ceux de 4e et 5e année, que pour ma part, j'ai réalisé chez Schneider Electric, au sein de l'équipe des ingénieurs applications. Ils réalisent des applications pour le domaine industriel, de robotique et de contrôle de mouvement. C'était donc en lien avec mon projet de fin d'études aussi. Et donc, durant ces stages, j'ai développé des projets en lien avec l'industrie du futur. Donc, j'ai réalisé des jumeaux numériques. Un jumeau numérique, c'est un clone virtuel d'une machine. Et dans le contexte actuel où tout doit se faire à distance, c'est quelque chose qui est très attendu dans le monde industriel. Ils permettent d'effectuer des tests, notamment. À la suite de ces stages, Schneider Electric n'avait pas la possibilité de m'embaucher en interne. Du coup, ils m'ont mise en relation avec Davidson Consulting, et notamment la branche Davidson Energy, qui m'embauche actuellement en CDI. Et donc, je suis consultante pour Schneider Electric. Je travaille donc avec l'équipe dans laquelle j'ai effectué mes stages. Ça me permet de continuer ce que j'ai débuté pendant mon stage
et d'être toujours en lien avec ce monde de la robotique industrielle et du contrôle de mouvement, ce qui me plaît beaucoup. Maintenant, je vais laisser la parole à Clément pour vous présenter son parcours. Bonjour à tous. Moi, c'est Clément. Je suis diplômé de la promo 2020, majeur intelligence artificielle. Et j'ai aussi fait un double diplôme en partenariat avec l'université Paris-Saclay, qui m'a permis en fait de passer ma 5e année, donc mon Ing 3, dans une autre école, donc là en l'occurrence l'université Paris-Saclay, et de faire un master de recherche, en plus de valider mon diplôme d'ingénieur. Donc le master que j'ai fait, c'est le master TRIED pour traitement de l'information et des données. Et l'objet de ce master, c'était la data science et les statistiques. Voilà. Actuellement, je suis consultant dans une entreprise de consulting qui s'appelle Auto Technologies. Et je suis aussi PDG d'une entreprise qui s'appelle Alvarios. Je vais vous parler un peu de mon parcours maintenant. Je suis rentré à l'ESME en 2015. J'ai fait un bac S et j'ai fait un concours comme beaucoup d'étudiants de l'ESME. Donc la prépa, voilà, s'est passé normalement. Ensuite, j'ai dû partir à l'international une fois arrivé en Ing 1 et je suis parti à Sligo. Donc pourquoi Sligo? C'est parce qu'à l'époque, en fait, ce qui m'intéressait, c'était les systèmes embarqués. D'ailleurs, ça m'intéresse toujours puisque je fais toujours pas mal de robotique. Et c'était une majeure du coup qui m'avait été chaudement recommandée. Parce que en fait, on apprend beaucoup de choses en système embarqué. Il y a pas mal de choses qui me servent encore aujourd'hui. Du coup, une fois que je suis allé à Sligo, j'ai discuté avec un autre élève de l'ESME en fait, qui était vraiment passionné de développement et d'intelligence artificielle. Et c'est là en fait que j'ai décidé, entre autres, hein, parce que en discutant avec cet élève, en fait, que j'ai décidé de partir en intelligence artificielle. Et du coup, aujourd'hui, je regrette pas du tout parce que je m'amuse vraiment beaucoup dans ce domaine. Et voilà, donc ensuite, en rentrant de Sligo, je me suis lancé dans la majeure intelligence artificielle de l'école. Et parallèlement à ça, j'ai pas abandonné la robotique du coup, puisque j'ai fondé avec d'autres élèves de l'ESME une association de robotique. Donc là, vous pouvez voir par exemple le principal robot qu'on a fait dans cette association. Et l'objet de l'association, en fait, c'était de faire un robot à taille humaine. Donc là, pour l'instant, on en est. L'association, en fait, n'est pas liée à l'école directement, hein. On l'a fait en partenariat avec l'école, mais c'est pour ça qu'elle continue, en fait, même si je suis diplômé, elle continue de vivre. Et donc, du coup, pendant l'école, on a fait ce prototype de robot humanoïde. C'était un très très beau projet et ça aurait sûrement pas été possible sans le SME puisque c'est elle qui a financé en fait tous les composants et qui nous a aussi prêté des locaux. Donc par exemple la photo en haut à gauche c'est un aperçu des locaux de la mécatronique dans lequel on a passé pas mal de temps à développer le robot. Donc voilà, l'école est quand même pas mal présente même pour des projets qui n'ont pas vraiment à voir avec le cursus principal. Donc pour en revenir maintenant un peu sur mon cursus, j'ai fait ma 4e année, donc mon Ing2 dans la majeure intelligence artificielle à l'ESME. Projet de fin d'études, j'ai fait un simulateur donc de robot quadrupède. Et on lui a appris à ce robot en fait, à marcher avec un modèle de machine learning. Et enfin, en 5e année, donc, je suis allé dans le Master Triad, comme je vous avais dit. Donc là, voilà, j'ai fait pas mal de théorie. C'était plutôt pas mal d'avoir du coup une vision assez théorique de l'intelligence artificielle, tout en gardant en fait le regard technique très, très terre à terre de l'ingénieur. Et enfin, à la fin de mon master, j'ai dû faire un stage en entreprise. Donc ce stage en entreprise, je l'ai fait chez Octo Technologies. Donc pour la petite histoire, en fait, c'est la seule entreprise qui m'avait intéressé parce qu'à la base, ce que je voulais faire, c'était de l'auto-entrepreneuriat, puisqu'il est possible en fait de valider ses stages en faisant de l'auto-entrepreneuriat ou de l'entrepreneuriat tout court. Mais en fait, cette entreprise est vraiment sympa parce qu'elle donne pas mal de liberté à ses employés et elle donne aussi pas mal de formations. Donc du coup, pour parler un peu du sujet de stage, c'était de la R&D dans le domaine de la data science et, des technologies du cloud en fait. Donc c'était très très en lien en fait avec mon master. Et ça s'est très très bien passé. Suite à mon stage, du coup, j'ai une proposition de la part d'Octo d'un CDI et c'est pour ça qu'actuellement je suis consultant chez eux. Donc comment c'est passé après mon intégration professionnelle, j'ai signé déjà mon CDI. Ensuite, j'ai eu 4 semaines de formation de la part de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un des points forts d'Octo, c'est le fait qu'ils ne vous lâchent pas dans la nature comme ça. Ensuite, j'ai fait une première mission pour le ministère de l'Intérieur. Donc j'ai fait 3 semaines de DevOps. Donc le DevOps, en fait, c'est le poste que j'occupe actuellement, je suis ingénieur DevOps. C'est s'occuper en fait, des infrastructures
et d'automatiser en fait pas mal de tâches assez répétitives que doivent faire les développeurs. Et en plus de ça, on peut aussi fournir un coup de main aux développeurs sur la partie développement. Et donc, je disais, donc, pour le ministère de l'Intérieur, j'ai fait 3 semaines de DevOps. Ensuite, j'ai fait 2 semaines de consulting dans le domaine du cloud de la data. Et actuellement, maintenant, je travaille chez Total pour une mission longue de au moins 6 mois, où je suis toujours DevOps. Et voilà. Et donc, parallèlement à Octo, avec 3 anciens élèves de l'ESME, on a fondé une entreprise qui s'appelle Alvarios. Donc, elle est toute récente, dans laquelle, en fait, on a repris les activités qu'on avait fait dans la session ProRock. Et en plus de ça, on fait du développement parce que c'est quand même, on est 3 développeurs dans l'association et un gars de mécatronique. Du coup, on fait du développement en plus de la robotique. Et voilà, vous avez quelques aperçus de ce qu'on peut faire en sortie de l'école de l'ESME. Puisque en fait, tout le robot, toutes les modélisations que vous voyez, c'est nous qui les avons faites. Le prototype à droite, c'est pareil, on l'a réalisé nous-mêmes avec nos propres moyens. Et même la carte en fait que vous voyez au milieu, qui est la carte de contrôle du robot, on l'a designé nous-mêmes et on l'a fait imprimer en fait et on l'a soudé nous-mêmes. Bon là, c'est une représentation, mais elle ressemble à peu près à ça aussi en réel. Voilà, et je trouve que je suis plutôt content de mon parcours parce qu'en fait, ça montre assez bien en fait la polyvalence qu'on peut avoir en sortant de l'ESME parce que je suis à la fois du coup PDG, donc je m'occupe de gérer une boîte, mais je suis aussi développeur. Donc, en ce moment, je me mets sur le développement en back-end. Je suis DevOps et je fais aussi pas mal d'autres trucs, quoi, dont la robotique. Donc voilà, je suis vraiment très content d'être à l'ESME et je vais rendre la parole maintenant à nos animatrices. Merci beaucoup Clément donc, pour ce témoignage et merci également à Mylène. Donc maintenant, nous allons passer donc, à la première session de questions. Donc, je vais donc poser d'abord la première question à Clément. Donc, on fait des stages à l'ESME Sudria et je voulais savoir combien de stages à l'ESME Sudria il faut faire. Alors, si tu commences en prépa, tu dois faire 2 stages donc, en prépa. Donc c'est un stage, le premier je crois que c'est un stage ouvrier, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un stage en fait, on peut faire quelque chose qui n'a pas vraiment rapport avec l'ingénierie. Et ensuite, donc ça a un petit peu changé parce que maintenant, il me semble que l'international, je sais plus quand est-ce que c'est l'international maintenant, mais moi c'était en Ingé 1, donc c'était facultatif en Ingé 1. Ensuite, c'était obligatoire en Ingé 2, et ensuite, il y a le stage de fin d'études qui lui est vraiment le stage en fait à faire. Donc au total, il y a 4 stages à faire, plus un facultatif, si jamais tu peux en faire en Ingé 1. D'accord, merci beaucoup. Et pour préciser, nous partons donc maintenant au premier semestre d'Ingé 2 à l'international, mais pour le moment, le stage donc en 3e année est facultatif, en sachant qu'on peut partir début juillet, comme fin septembre à l'international. Je vais donc maintenant poser une question à Mylène. Comment as-tu trouvé ton stage ? Donc mon stage, je l'ai trouvé grâce à l'école qui m'a mise en relation avec mon tuteur qui lui aussi faisait partie de l'ESME Sudria. Il était de la promo 2018. Et donc ensuite, j'ai passé un entretien et j'ai fait mes 2 stages chez eux, enfin chez Schneider Electric. D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que en fait, à l'ESME Sudria, il faut savoir que nous avons des forums d'entreprises qui viennent nous voir. Donc, ce sont des entreprises avec lesquelles on a des partenariats, qui viennent nous voir et qui viennent me proposer aux élèves, donc qu'ils soient en Ingé 2 ou en Ingé 3, des stages. Puis, j'ai une question donc encore pour toi, Clément, sur qu'est-ce que c'est le machine learning ? J'étais en train d'y répondre justement à l'écrit, donc je vais le faire à l'oral, comme ça tout le monde pourra en profiter. En fait, le machine learning, c'est un domaine assez large en fait, qui va regrouper pas mal de méthodes qui vont permettre à une machine d'apprendre à faire une tâche sans qu'on ait besoin de coder nous-mêmes la logique dans cette machine. Donc ça peut aller en fait de la simple régression linéaire, en fait, c'est ce qu'on fait au lycée quand on trace plein de points et qu'on fait une courbe qui essaye de matcher avec les points le mieux possible. Donc ça peut aller de ça à des modèles de deep learning, donc c'est des réseaux de neurones assez complexes. Voilà, donc c'est vraiment très large, il y a pas mal de sous-domaines d'ailleurs, et c'est assez passionnant. Mais au final, c'est pas mal de maths quand même. Donc si on veut faire ça, c'est vraiment plus près des maths en fait que de l'informatique. Il faut savoir faire l'informatique, mais je pense que si on ne comprend pas les maths derrière, c'est dur d'en faire correctement. Voilà, j'espère que je réponds à ta question du coup. D'accord, merci beaucoup. Oui, elle est bien détaillée, notamment pour moi qui ne savais pas exactement ce que c'était. Et j'ai une dernière petite question pour Mylène
C'est est-il possible de changer de majeur et quelle est la date butoir pour choisir définitivement sa majeure? Ton micro. On choisit la majeure à la fin du second semestre d'un G1. Du coup, on a généralement eu pas mal de temps pour faire notre choix et grâce au parcours maintenant en plus, je pense que c'est difficile de se tromper dans son choix de majeur. Maintenant, je ne sais pas si c'est possible ou pas. En tout cas, je ne connais personne qui ait eu besoin de le faire. D'accord, merci beaucoup. Et donc, nous allons donc terminer donc, cette première session questions. Mais avant tout, je voulais dire que si vous n'avez pas eu la possibilité donc, de voir nos premiers events, donc qui sont pareils, mais avec d'autres sujets, vous pouvez le voir donc sur le site YouTube de l'ESME Sudria. Je vais donc passer maintenant la main à Julien, qui est donc un ancien étudiant, promo 2018. Yes. Salut à tous, donc je m'appelle Julien, je suis diplômé depuis 2018. J'ai fait la majeure intelligence artificielle avec en mineur technologie émergente. Ça a bougé un petit peu depuis, mais dans l'idée c'est ça. Alors je vais parler un petit peu globalement de mon parcours. J'ai eu un parcours un petit peu atypique puisque j'ai commencé par faire une prépa autre que Sudria et je suis revenu directement en deuxième année à l'ESME Sudria. Je suis parti, moi, donc nous c'était un petit peu différent, c'était en AG1 qu'on partait en fait, deuxième semestre d'un G1, et donc moi j'ai fait mon semestre international à Budapest, en Hongrie. Donc c'était vraiment une super expérience, autant humainement que techniquement, parce que c'est grâce notamment à ce semestre que j'ai commencé à vouloir m'orienter vers l'informatique. Et donc à la suite de ce semestre à l'international, je suis parti sur la majeure intelligence artificielle. Il y a eu quelques projets qui m'ont bien marqué dans mon cursus, notamment un projet de fin d'année en quatrième année qui a été la création, donc vraiment from scratch, d'une appli mobile. Donc, cette appli mobile, qu'est-ce que c'était? C'était une appli qui permettait de mettre en relation des sportifs qui ont à peu près un même niveau athlétique et qui s'entraînent au même endroit pour pouvoir leur permettre de s'entraîner ensemble. Parce que on a fait ça avec un pote et on était parti du postulat qu'en fait s'entraîner tout seul c'est toujours un peu rébarbatif, etc. Et du coup le faire à deux ou à plusieurs c'était sympa. Donc du coup ça nous a vraiment permis d'apprendre beaucoup parce que on a une certaine autonomie mais en même temps on est encadré. Donc ça permet vraiment de tester des choses et donc d'apprendre. Donc c'est vraiment un projet super sympa. Et ensuite le deuxième projet, si je peux avoir la slide suivante, c'était donc mon projet de fin d'études qui a été récompensé donc au symposium de 2018. Donc le symposium c'est en gros ça met en valeur et ça met en avant les meilleurs projets des promos en fait de l'ESME. Et donc on a eu la chance de gagner ce prix-là. Donc pour parler un petit peu rapidement de ce projet, c'est un projet donc dans la médecine, principalement sur l'analyse des images médicales. Donc c'était en partenariat avec une startup qui s'appelle Basecamp Vascular et la fondation Rothschild qui travaille principalement sur l'œil et le cerveau. Et en fait, donc, la startup Basecamp Vascular avait pour idée de créer un cathéter robotisé. Donc, un cathéter, c'est un long tube de plastique qu'on fait passer dans les artères, etc., pour suturer ou délivrer des médicaments à des endroits spéciaux, etc. Et en fait, eux, leur challenge était de faire passer le cathéter autour de l'aorte, en fait, pour remonter dans les veines du cerveau. Et donc, on a, avec du machine learning aussi, fait de l'apprentissage pour pouvoir détecter la tête du cathéter donc sur plusieurs images angiographiques. Donc, comme vous pouvez voir sur la droite
de la slide. Et en gros, on avait une coupe de face et une coupe perpendiculaire, ce qui nous a permis de créer une trajectoire en 3D que vous pouvez voir sur la gauche. Donc c'est vraiment un projet super intéressant, super enrichissant. Et c'est vrai que c'est en pratiquant et en mettant du temps dans ce genre de projet qu'on avance et qu'on progresse, quoi. Donc c'est vraiment super intéressant. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de ce que je fais maintenant et ce qui s'est passé par la suite. Donc, j'ai effectué mon stage de fin d'études chez Reliant, qui est une petite boîte de conseil qui était vraiment très jeune à l'époque où je suis arrivé. Là, j'ai pu aussi continuer dans le mobile, donc plutôt un développeur back-end, à voir l'évolution d'un projet vraiment de la partie création des features, détermination de qu'est-ce qu'on veut que l'appli fasse, à la mise en production 6 mois plus tard. Donc, c'est vraiment super intéressant de voir en fait un projet mené à bien de A à Z. Maintenant, je travaille chez Stimulo, qui est aussi une boîte de conseil, qui est en fait dans le même groupe que Reliant. Donc, j'ai eu de la chance de pouvoir comme ça transiter d'une boîte à l'autre. Donc, je suis back-end développeur et DevOps. Et depuis 1 an, je suis aussi enseignant à l'ESME Sudria. Donc, je donne un cours sur le cloud et le DevOps pour la majeure intelligence artificielle. Donc, pour ceux qui nous rejoindront, peut-être qu'on se verra d'ici quelques années. Alors, vous allez me dire pourquoi donner des cours, etc. En fait, c'est venu du postulat et de la réflexion que, en fait, il y a une grosse marche d'apprentissage après l'école. En fait, l'école nous donne beaucoup d'outils pour apprendre. Et en fait, dès qu'on va arriver sur le terrain dans le monde de l'emploi, on va apprendre énormément de choses. Et donc, on s'est dit avec un collègue, parce qu'on donne ce cours à 2, c'est un module qu'on donne à 2, et on s'est dit, en fait, ce serait super intéressant et super bien pour les élèves d'avoir ces outils et toutes ces choses qu'on a appris assez peu de temps, en fait, après être venu dans le monde de l'emploi, de pouvoir les donner justement aux étudiants. Et donc voilà, c'est d'où est né ce module. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais donc donner la main, à Louis-Paul, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. C'est bon. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Louis-Paul. Je suis diplômé. Hop là, la caméra, c'est mieux. Je suis diplômé de l'ESME, donc la promo 2020. J'ai fait la majeure système embarqué et j'ai eu un double diplôme en imagerie médicale avec l'UPEC. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. J'ai commencé l'école d'ingénieur, du coup, après 1 année et demie de médecine. Donc, j'ai tenté la médecine à Paris. Et après cela, j'ai fait une prépa décalée, enfin une rentrée décalée. Donc, à l'ESME, on a la possibilité de rentrer en mars au lieu de rentrer en septembre. Et ensuite, on fait 4 mois en accéléré au lieu de faire les 8 mois classiques. Et ensuite, on rentre en 2e année comme les étudiants classiques qui ont fait la première année. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait mes 3 années à l'ESME avec un stage à l'étranger. Donc, j'ai fait à Sligo avec Clément, que vous avez vu tout à l'heure, mon séjour à l'étranger. Et ensuite, après ça, j'ai intégré la filière système embarqué de l'ESME. Pourquoi j'ai intégré la filière système embarqué? Parce qu'il y a pas mal de traitements d'image, traitement du signal principalement. Et ça m'a permis de pouvoir intégrer un double diplôme en 5e année avec l'UPEC. Donc, j'ai fait un master signaux et images en médecine. Donc, c'était complètement à plein temps à l'UPEC à Créteil, où j'ai fait pendant 1 an du développement directement de traitement d'image, principalement et quasiment tout le temps lié avec la médecine. Donc, que ce soit du scanner, de l'IRM, et on a pu voir la totalité du traitement d'image, de l'intelligence artificielle, du développement classique en C et en C++. Et voilà. Et à la fin de mon stage, du coup, à l'UPEC, j'ai fait mon stage de fin d'études chez General Electric, donc en cardiologie interventionnelle, sur le plateau de Buc, à côté de Versailles. Donc, mon sujet de stage, c'était donc en recherche et développement sur la compensation de mouvements pour rehaussement de prothèses endovasculaires. Donc, en gros, pour faire simple, vous avez à gauche un petit stent qu'on place dans une image.
enfin dans une artère, pardon. Et à droite, vous avez une sorte de roadmap des vaisseaux. Et ensuite, après, on arrive à suivre sur une vingtaine ou une trentaine d'images un vaisseau dans l'image. Et après, on a la possibilité de rehausser, de stabiliser et de récupérer des informations à l'intérieur de l'image. Donc ça, c'était le but de mon stage. Suite à ça, j'ai donc cherché du travail. Je m'y suis pris pas mal à l'avance pour chercher du travail, un mois à peu près avant la fin de mon stage. Là, on peut mettre la slide suivante. Et du coup, pour chercher du travail, je sais que c'est un point qui embête pas mal d'étudiants. J'ai énormément cherché sur LinkedIn, Indeed et l'APEC. C'est principalement sur l'APEC que j'ai trouvé mon travail, où j'avais énormément de demandes suite à la mise en ligne de mon profil. Donc ça, c'est quelque chose de très très important sur lequel j'insiste quand on me pose des questions là-dessus, c'est avoir un CV, une lettre de motivation, des mails pré-rédigés déjà tout faits pour pouvoir envoyer aux entreprises et bien préparer son entretien et avoir, on va dire, une sorte de fil conducteur de toutes vos études. Donc moi, mon fil conducteur, ça a été la médecine, en commençant en faisant mon école de médecine et ensuite en faisant ingénieur en système embarqué et ensuite faire un double diplôme dans la médecine. Donc il y avait toujours une ligne conductrice pendant toutes mes études. Et ça, voilà, essayer de trouver un peu du sens à son parcours, ça fera un avantage. Et donc, du coup, après le SME, il n'y avait pas énormément de place dans l'imagerie médicale à cause du Covid principalement. Donc, je me suis dit pourquoi pas rentrer dans une entreprise qui fait donc du consulting. Donc, c'est pour ça que je suis rentré chez Viveris, il y a 4 mois à peu près. J'ai un CDI donc du coup dans cette entreprise et je fais du consulting pour MBDA. Donc c'est une entreprise qui fait de l'armement. Pour l'instant, j'ai un projet sur lequel je vais travailler pendant 3 ans. La principale force d'une entreprise de consulting, c'est que dans 3 ans, je vais pouvoir retourner à l'imagerie médicale quand il y aura un peu plus de projets et d'entreprises qui voudront travailler avec Viveris là-dessus. Même si je sais qu'aujourd'hui, ils ont déjà des entreprises avec lesquelles ils travaillent dans le médical, mais malheureusement, il n'y avait pas de poste. Donc ça, c'est la force que peut donc apporter le SME, c'est que voilà, j'ai pu faire un parcours dans l'imagerie médicale avec des systèmes embarqués et quand même travailler en tant que développeur C++ dans une entreprise qui fait de l'armement. Et voilà, ça n'empêche pas d'avoir un parcours assez orienté médical, mais de quand même avoir des compétences dans plein de domaines et de pouvoir aujourd'hui faire du développement en C++ de façon très à l'aise. Et puis pourquoi pas dans 3 ans, changer, retourner dans le domaine du médical quand ils auront un peu plus de projets. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Je pense qu'on passe aux questions s'il y en a. Oui, c'est ça. Merci beaucoup à Julien et à Louis-Paul pour cette session très intéressante. Donc, nous allons passer du coup à la deuxième session questions-réponses. Donc, je vais commencer du coup par Julien. Pourrais-tu nous parler un petit peu donc, du domaine de la santé et est-ce qu'on peut travailler dans ce domaine-là? Alors oui, tout à fait. Moi, j'ai décidé plutôt de partir dans le domaine du web, mais en fait, la startup donc Basecamp Vascular avec qui j'ai travaillé pendant mon projet de fin d'études m'avait proposé un poste. Donc pour venir travailler chez eux. Donc c'est tout à fait possible que ce soit dans l'imagerie médicale ou plus dans la partie robotique. Il y a tout à fait moyen et il y a des possibilités pour travailler dans le médical, ouais, complètement. Merci Julien. Alors une question pour Louis-Paul. Est-ce que tu peux nous dire si les projets sont en collaboration avec les entreprises et comment ça se passe? Ouais, tout à fait. Alors, moi, je me rappelle, donc, moi, j'ai pas fait de. Alors, du coup, je vais vous parler de quand il y a des projets en entreprise qui se sont faits dans ma majeure système embarqué, donc en 4e année. Moi, j'avais un projet, c'était de faire un antivol de vélo connecté. Mais je sais que j'ai certaines personnes dans ma classe qui avaient des projets avec une entreprise. Alors, c'était principalement sur une lance à incendie connectée. Donc, c'est des entreprises qui avaient un besoin de faire un peu de recherche et développement sur certains sujets et qui contactent le SME directement en leur disant voilà, moi j'ai un projet, mais en interne, on n'a pas assez d'effectifs pour pouvoir le réaliser. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains étudiants, un groupe de 3 ou 4 étudiants, qui pourraient travailler sur ce projet en question? Et puis, on leur mettra les moyens à disposition. Donc, s'il y a besoin de commander de l'électronique ou faire des pièces en 3D, ils vont directement dans l'entreprise une fois par semaine, par exemple, pour aller réaliser ces pièces ou aller faire des composants quand il y a besoin de composants ou s'il y a besoin de serveurs ou de choses directement dans l'entreprise. L'entreprise met à disposition cela. Mais sinon, il y a des sessions du coup à l'école
pour faire le développement de ces projets-là. Mais en effet, voilà, il y a des entreprises qui contactent le SME pour faire des projets de fin de 4e année la plupart du temps, et peut-être en fin de 5e année aussi. Je pense que dans les fins de projets d'études, il y a aussi des entreprises qui contactent le SME pour des projets en interne, et ça permet du coup d'avoir en plus du budget pour les étudiants pour faire des projets qui sont un peu plus gros, et puis de faire des choses concrètes, parce que la plupart du temps, les entreprises après récupèrent le travail des étudiants, et ça permet de mettre en application ensuite sur des vrais projets qui vont commercialiser. Merci Louis-Paul. Alors, j'ai 2 questions pour Clément, donc il nous a parlé lors de la première session. La première, ça serait, peut-on créer notre entreprise en sortant? Donc il me semble que tu as répondu à l'écrit, mais ce serait bien de le redire à l'oral. Clément est toujours là. Okay, pas de souci. Je vais passer alors à Chloé, qui du coup est la seule personne ici dans ce live qui du coup pourrait nous parler de son parcours d'énergie environnement et du coup des majeurs qui sont proposés dans ce parcours. Donc, effectivement, je suis en G1, donc j'avais donc choisi le parcours énergie. Donc, déjà, il y a 4 majeurs donc, dans le parcours énergie. La première, c'est conversion d'énergie. La deuxième, c'est véhicule hybride et autonome. Et la troisième, c'est énergie renouvelable et smart grid. Et pour finir, il y a une nouvelle majeure qui vient d'apparaître, qui sera electrical vehicle, qui sera donc enseignée en anglais. Donc, je peux vous parler un peu de mon projet que j'ai effectué en G1 au premier semestre, qui était donc en fait de créer un anémomètre numérique. Donc, il fallait tout d'abord donc le modéliser en 3D, donc via fusion 3D et nos imprimantes 3D que l'école nous met à notre disposition. Et puis après, nous avons dû coder pour pouvoir afficher donc la valeur du vent. Et donc, pour répondre également à une question, nous sommes une école généraliste. Moi étant en énergie, je n'ai pas beaucoup de code, certes, mais je vais quand même être obligée d'avoir un peu de code parce que plus tard, je peux être amenée, comme pour, par exemple, afficher une valeur, savoir coder. Donc après, ce n'est pas du code pur et dur, mais voilà. En plus, c'est cool et donc voilà. Merci Chloé. Alors, j'ai une question qui vient juste de sortir, qui est très intéressante. Donc, ça serait plutôt une question pour Julien. Donc, tu pourras y répondre ensuite à l'écrit. Mais du coup, travailler dans l'imagerie médicale correspond à quoi exactement? Je peux parler de mon cas. En cas, c'était principalement faire de l'analyse, du traitement d'image. Donc, nous, ça passait par filtrer, processer en fait les images pour pouvoir détecter des choses dessus. Ça va pouvoir être de traquer des choses, donc détecter des objets à des emplacements, surtout sur des séquences d'images, donc des suites d'images, afin de pouvoir voir par exemple des trajectoires ou des choses comme ça. Faire de la modélisation 3D aussi, pour pouvoir, je sais que j'ai des anciens collègues qui avaient fait ça, de modéliser en 3D en fait l'intérieur du cœur pour pouvoir détecter notamment des pathologies dues à un gonflement de l'aorte ou ce genre de choses. Donc ça va être dans mon expérience, voilà ce qu'on peut faire grosso modo dans l'imagerie médicale. Merci Julien. J'ai une dernière question du coup que je vais poser à Amélie qui va du coup intervenir un peu plus tard. Mais c'était une question assez précise, donc je vais la lire à l'oral pour que tout le monde puisse l'entendre. Donc, si l'on veut partir en énergie, environnement, pourquoi? Donc, je pense que Chloé y a répondu un petit peu, mais c'est plus pour rassurer. Pourquoi on fait 2 années d'informatique si l'on fait une prépa PCSI, par exemple? Aura-t-on un retard par rapport aux autres élèves? Donc, à prendre en compte qu'il n'y a pas de stage en prépa, par exemple. Et donc, je fais intervenir Amélie puisqu'elle a fait une prépa, donc elle pourra un peu vous parler vous rassurer un petit peu sur la question.
Ouais, alors juste par rapport au retard, que tu pourrais avoir par rapport aux autres élèves, il n'y a pas à s'inquiéter. Globalement, le programme de CPGE et le programme de prépa de l'ESME, c'est le même en fait. Et même, enfin, au contraire, je pense que tu auras un peu plus d'avance en venant d'une prépa classique. Enfin, à mon sens, la prépa, la CPGE, le programme que tu vois en CPGE est un peu plus poussé que à l'ESME, mais du coup, moi, ça m'a posé aucun souci quand je suis arrivée en Ingé 1 à l'ESME. J'avais pas de retard, enfin, on était tous plus ou moins au même stade. Et pareil pour les stages, hein, j'ai pas fait de stage du coup pendant les 2 premières années de prépa vu que j'étais dans une prépa classique, mais ça m'a pas posé de problème. Et ensuite, j'ai fait mes stages en Ingé 2 et en Ingé 3 après. Voilà. Merci beaucoup, Amélie. Alors, nous allons passer donc, au parcours international. C'est un parcours qui consiste du coup à plusieurs majeurs. Voilà. Donc, il a 3 majeurs, l'Urban IoT et Smart Cities, le cybersécurité et Electrical Vehicles. Donc, il faut savoir que c'est le seul parcours qui est proposé donc 100% en anglais. Donc, il est enseigné en anglais. Il y a aussi la possibilité de faire des doubles diplômes internationaux. Donc là, vous avez encore une fois une liste de débouchés. Donc, comme ingénieur IoT, consultant en cybersécurité, ingénieur en cybersécurité, mais encore responsable sécurité, SI, etc. Donc là, je vais laisser la main du coup à Emmanuel, qui va nous parler un petit peu de son cas. Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis Emmanuel Campa. Donc, j'ai fait tout mon cursus à l'ESME Seudrier après le bac, donc c'est-à-dire 5 ans de cursus. Et je me suis spécialisé donc en cybersécurité. Durant mon parcours, en fait, j'ai fait mon échange en Erasmus à Cork, durant lequel j'ai eu des cours de web et des cours d'anglais. Et à la suite de celui-ci, en fait, je me suis découvert une petite passion pour le hacking en me baladant sur Internet pour faire des projets de web. Et donc en 4e année, en fait, on doit se spécialiser et choisir une majeure, car c'est une école pluridisciplinaire. Et à ce moment-là, en fait, j'ai décidé de m'orienter vers la majeure cybersécurité à la suite justement de la découverte du hacking. Donc j'ai eu différents cours à ce moment-là. J'ai eu des cours de web hacking, j'ai eu des cours de réseau, j'ai eu des cours de risk management et de cryptographie. Le tout 100% en anglais, parce que c'est bien sûr une majeure qui est enseignée tout en anglais, comme on l'a dit. Et ensuite, donc comme mes collègues, j'ai pu faire un projet, sauf que mon projet s'est étalé sur 2 ans. C'était un projet qui était en partenariat avec Bertrand, qui visait à faire du hacking automobile. Donc du hacking automobile, c'est-à-dire à modifier en fait et à utiliser les capteurs primaires d'une voiture pour la rendre autonome. C'est en utilisant un outil qui a été développé par la société Coma AI et par des intervenants extérieurs à l'école comme Gaël Musquet, qu'on a pu travailler sur ce genre de projets qui sont des projets très compliqués, qui nous ont demandé beaucoup de connaissances et beaucoup d'encadrement qu'on a pu avoir. Et on a même pu effectuer des tests et des attaques sur des véhicules comme des Toyota qu'on retrouve tous les jours dans nos rues. Donc c'était un projet très intéressant. À la suite duquel, en fait, j'ai décidé vraiment de m'orienter vers du hacking et donc de rejoindre pour mon stage de fin d'études la société Orange Cyberdéfense, donc, dans laquelle maintenant je fais du pentest. Donc le pentest, en fait, c'est du consulting qui vise en fait à auditer des systèmes d'information. Donc ça peut être des sites internet, du web, des réseaux internes, du Wi-Fi, même des applications mobiles, donc c'est très varié. Et donc j'interviens pour des missions qui sont assez courtes en général, et durant lesquelles en fait je vais attaquer un système comme le ferait un hacker qui serait mal intentionné, afin de découvrir les vulnérabilités présentes sur ce système et de les rapporter à l'entreprise pour laquelle j'audite, pour qu'elle puisse combler ces vulnérabilités. Donc c'est le poste que j'occupe aujourd'hui. C'est un poste qui est très intéressant parce que il touche beaucoup de métiers différents, et c'est aussi un métier de consulting, donc c'est-à-dire que ça change tous les jours, c'est des missions différentes. Je suis souvent, tous les jours au contact de nouveaux clients. Donc c'est vraiment très intéressant, de plus que c'est un secteur qui est en pleine expansion, il y a énormément d'emplois qui se créent autour de ce domaine, de la cybersécurité en général.
Et faire la majeure cybersécurité de l'ESME, c'est un plus parce que comme c'est une école pluridisciplinaire, comme j'ai dit au début, on peut être amené en fait à faire différents métiers à la suite de celui-ci. On ne fait pas forcément du hacking, voilà, ça peut être du dev parce que forcément il y a de l'informatique, donc il y a beaucoup de dev. Et ça peut être aussi tout ce qui est ingénieur réseau orienté cybersécurité, ça peut être analyste SOC, voilà, les métiers sont variés. Et donc c'est ça qui est très agréable, et de plus comme c'est 100% en anglais, la plupart des ressources dans le monde de la cybersécurité sont en anglais, donc c'est vraiment un gros plus de pouvoir parfaitement maîtriser cette langue en sortant de cette majeure. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vais laisser la parole, ou bien s'il y a des questions, à Amélie. Oui, je vais d'abord prendre la main, Emmanuel. Merci beaucoup. Du coup, nous allons passer à cette dernière partie, donc il s'agit du parcours management. Donc, comme vous pouvez le voir, dans ce parcours, nous avons 2 majeurs. Donc, voilà. Nous avons l'ingénierie financière et statistique, mais aussi big data et digital marketing. Donc, la plus-value de ce parcours, c'est la possibilité de faire un double diplôme avec une grande école donc, de commerce, qui est l'ISG. Et donc, la possibilité de faire ces 2 majeurs. Mais l'ingénierie financière et statistique est aussi valable en dehors de ce double diplôme. Donc là, nous avons une liste du coup de débouchés. Donc nous avons risk manager, analyste quantitatif, assistant trader, data scientist, business intelligence manager, mais aussi data analyst. Donc là, je vais laisser du coup la main à Amélie. Oui, donc rebonsoir à tous. Donc moi, je suis issue de la promo 2020 aussi. Pardon. Donc j'ai été diplômée l'an dernier, en septembre. Et je suis actuellement doctorante en mathématiques à l'ESME. Donc, plus précisément, je fais une thèse en statistique. Donc, je vais revenir rapidement sur mon parcours. Donc, comme je l'ai dit, moi, j'ai fait d'abord une classe prépa classique, donc une section MPSI, MP. Et j'ai intégré l'ESME en Ingé 1 sur le campus de Lyon. Voilà, donc mon intégration s'est très bien passée. Je suis partie ensuite à l'international lors de mon second semestre d'Ingé 1. Donc, je suis partie en Irlande, à Cork, pour approfondir mon anglais. Et donc, j'ai intégré le campus de Paris en Ingé 2. Et au deuxième semestre d'Ingé 2, j'ai commencé la majeure IFS, donc ingénierie financière et statistique. Donc, pourquoi j'ai choisi cette majeure? Tout simplement parce que c'était la majeure dans laquelle on faisait le plus de maths, et que moi, c'était ce que je préférais faire parmi tout ce qu'on voyait à l'école. Et donc, j'ai absolument pas regretté mon choix, parce que au-delà de l'aspect mathématique, il y a toutes les notions de finance que j'ai découvertes qui m'ont plu. Voilà, c'est un domaine que je connaissais pas vraiment, et du coup, les matières étaient assez variées dans cette majeure, donc j'ai pu approfondir mes connaissances dans ce domaine. Et donc ensuite, j'ai fait mon stage d'Ingé 2 chez Natixis, donc un stage en entreprise, et c'est un stage que j'ai trouvé grâce à l'annuaire des anciens étudiants, enfin des anciens diplômés de l'ESME. Voilà, ça c'est vraiment un des points forts de l'école, c'est que elle dispose d'un énorme réseau, donc c'est assez facile pour trouver des stages. Enfin, moi personnellement, ça a apporté ses fruits vu que j'ai trouvé mon stage comme ça. Donc ensuite, en Ingé 3, donc j'ai poursuivi dans la majeure finance, et donc mon stage de fin d'études à la fin de l'Ingé 3, je l'ai fait à l'université Paris-Descartes, puisque je voulais me diriger vers une thèse après mon diplôme, donc j'étais obligée de passer par un stage en recherche. Donc j'ai fait de la recherche en statistique à l'université Paris-Descartes. Donc pareil, mon stage s'est très bien passé, donc malgré la distance, vu qu'il y avait le confinement, j'ai tout fait en télétravail. Mais voilà, pour la recherche, ça c'est pas très problématique. On a l'avantage de pouvoir travailler un peu d'où on veut. Donc voilà, ensuite j'ai passé un entretien en cours de l'été dernier à l'ESME, et donc depuis septembre, je suis embauchée par l'ESME en tant que doctorante. Donc, pour parler rapidement de la thèse, en quoi ça consiste, je suis la plus grande partie du temps, je suis donc à l'ESME, et je suis aussi affiliée au laboratoire de recherche de l'Université Paris-Nanterre.
Donc, quand je ne suis pas à l'ESME, je suis soit chez moi pour faire ma recherche ou alors à Paris-Nanterre pour voir mon directeur de thèse et faire le point avec lui assez régulièrement. Voilà, donc le but d'une thèse, en fait, c'est de publier quand même, d'écrire des articles, de publier nos recherches dans des revues scientifiques. Et en fonction de la qualité de nos recherches, on peut soumettre nos articles dans des revues plus ou moins importantes. Voilà, et en parallèle de mes recherches, j'ai aussi une charge d'enseignement à faire. Donc ça, c'est valable pour tous les doctorants, c'est pas juste propre à mon cas. Donc quand on fait une thèse, on doit aussi donner des cours en parallèle des recherches. Donc c'est ce que je fais à l'ESME. J'interviens dans le module de Probastat au premier semestre en Ingé 1 et au second semestre toujours en Ingé 1 pour le module de technique d'optimisation. Voilà, et donc ça s'est très bien passé, comme Chloé pourra en témoigner vu que je l'ai eu dans ma classe. Et voilà, donc voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Donc, merci beaucoup, Amélie, pour ce témoignage. Exactement. Donc, je t'ai bien eu en tant que professeur, donc probabilité et statistique, donc au premier semestre. Ça a vraiment été une excellente prof. J'aimais pas spécialement les probabilités. Et elle a réussi à nous faire redécouvrir donc les probabilités d'une autre manière. C'est vraiment une ancienne étudiante qui est très pédagogue, qui a envie de faire apprendre donc les probabilités aux étudiants malgré leurs difficultés. Et elle est vraiment à l'écoute de tout le monde. Et lorsqu'on avait des questions, on pouvait lui poser des questions et elle essayait de nous répondre le plus précisément possible. Donc maintenant, nous allons donc passer à la dernière partie, donc questions-réponses. Et je vais commencer par Clément. Je voulais savoir quel est le niveau d'anglais requis pour pouvoir faire ta majeure. Emmanuel. Oui, Emmanuel. C'est moi ? Emmanuel. Alors, pardon, oui, est-ce que tu pourrais répéter la question ? Alors, quel est le niveau d'anglais qui est demandé à l'ESME Sudria ? Et est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des aides si on a du mal dans cette majeure ? Oui, c'est une très bonne question. Alors, comme la majeure est 100% en anglais, on l'a dès la 4e année. En fait, cette majeure, donc ça nous laisse quand même 3 ans pour bien se préparer en anglais. Il faut savoir aussi qu'en 4e année, on va passer le TOEIC donc, et obtenir au minimum 795 sur 990, donc qui est un niveau, on peut dire, à peu près de C1, c'est-à-dire courant. C'est un niveau qui n'est pas très difficile à avoir, et donc ce qu'il faut vraiment avoir en tête, et c'est quelque chose que j'ai fait notamment, c'est qu'en allant à Cork, en fait, j'ai eu des cours d'anglais quasiment 3 jours sur 5. Donc ça m'a énormément permis de progresser en anglais, et même sans aller à Cork, en fait, la plupart des échanges nous donnent l'opportunité d'avoir des cours dans des classes internationales, donc d'avoir des cours en anglais, et à ce moment-là, en fait, il y a un déclic qui se fait parce que la vie à l'international sans l'anglais, elle n'est pas possible. Donc on travaille énormément sur nous-mêmes à ce moment-là, et je pense que pour beaucoup, c'est à ce moment-là où il y a une grosse progression en anglais qui se fait, et ça nous permet derrière d'arriver vraiment avec un niveau qui est tout à fait satisfaisant et pour être à l'aise pour la majeure. Donc il n'y a pas besoin de se mettre la pression, c'est large en fait avant d'arriver à ce master. D'accord, merci beaucoup. Et j'ai une petite question encore pour toi. Par rapport à ta majeure, est-ce que nous avons besoin de prérequis, notamment en termes d'informatique, vu que cybersécurité... Alors, pour ma majeure, le monde du hacking, c'est souvent un monde de passionnés. De la cybersécurité, ça sonne souvent avec informatique, passion depuis qu'on a 13 ans, etc. Moi, je n'étais pas du tout comme ça. Je ne pense pas qu'on ait besoin de prérequis. Il faut juste aimer ce qu'on fait, toujours chercher à apprendre quelque chose de nouveau. Il faut un minimum être autodidacte, en fait, donc aimer apprendre. Et moi, j'avais clairement aucun prérequis. Et c'est juste que à travers les différents cours avant la majeure, encore une fois, donc dès la première année, on a des cours de Python, par exemple, donc de programmation, puis de C, de C++, des cours de Unix, etc. Et en fait, tous ces cours nous permettent d'arriver, pareil, avec une bonne base d'informatique. On a aussi des cours de réseau, etc. Donc tous ces cours-là, on les a avant la majeure, donc on arrive pour la majeure avec une bonne base. Et pendant la majeure, bien sûr,
on n'aura plus quasiment que des cours d'informatique. Donc c'est là où on va monter vraiment en niveau comparé à ceux des autres majeurs. Mais pour n'importe quel majeur, en fait, on aura au préalable des cours d'informatique qui vont nous donner une bonne base. Et c'est ça l'avantage justement d'une école pluridisciplinaire. Donc voilà. Merci beaucoup pour donc tous ces détails. Je vais maintenant poser une petite question à Clément. Ouais, c'est bon. Est-ce que nous pouvons créer notre propre entreprise en sortant de l'ESME Sudria? Oui, du coup, c'est pas vraiment corrélé avec tes études. C'est si tu as une idée de produit ou de service que tu peux vendre, bah, tu peux la créer quand tu veux parce que du coup, ce que j'ai dans le chat, c'est que j'ai pas mal, enfin, pas mal, peut-être pas, mais je connais quelques élèves de l'ESME qui ont carrément commencé pendant les études, en fait, qui ont fait ce qu'on appelle le développement freelance. Ça veut dire qu'ils sont partis en auto-entrepreneuriat. Ils sont allés prendre des contrats, par exemple, développer une petite application pour un client et ils l'ont fait pendant leurs études. Donc oui, c'est pas du tout un problème. En fait, c'est plus une question de est-ce que tu as le temps, l'énergie et aussi un peu les moyens parce que bah, les démarches, ça coûte de l'argent. Mais sinon, oui, tu peux le faire après quand tu veux, en fait, l'entreprise. Voilà. D'accord, et je précise également qu'à l'ESME Sudria, nous avons donc des incubateurs Sudricube qui permet également donc, aux élèves donc, de pouvoir créer leur entreprise après donc, leurs études. Donc, merci beaucoup Clément donc, pour avoir répondu à cette question. Je vais poser donc une question à Amélie. Qu'est-ce que c'est l'analyse SOC? Tu peux répéter ta question, Chloé, s'il te plaît? J'ai pas. Qu'est-ce que c'est l'analyse SOC? L'analyse SOC. Il me semble que cette question était pour moi. J'y ai répondu à l'écrit, donc c'était pour. Parce qu'en fait, je peux pas trop y répondre à celle-là. C'était pas stock comme action en anglais, mais c'était SOC comme Security Operations Center. Donc pour répéter un petit peu, ce que j'ai écrit à l'écrit, en fait, l'analyste SOC, c'est quelqu'un qui va analyser donc dans le Security Operations Center d'une entreprise les signaux faibles en fait pour détecter une attaque qui serait en train d'être effectuée ou une attaque qui serait préparée contre une entreprise. Donc en fait, cette personne va monitorer des alertes et créer des règles en fait, ce qu'ils appellent de hunting, donc de chasse pour justement trouver et détecter ces signaux avant qu'une attaque ait lieu. Donc voilà, c'est ça, analyste SOC. D'accord, merci beaucoup. Je vais poser donc la question à Amélie. Qu'est-ce que la recherche? Oui, donc ça, je peux y répondre. Alors, la recherche, oui, donc je l'ai même pas dit, mais en fait, une thèse, ça dure 3 ans. Donc, ça peut durer plus longtemps en fonction de l'avancée de notre mémoire. Et enfin, voilà, ça peut aller jusqu'à 4 ans si on estime que c'est nécessaire. Mais du coup, quand tu fais une thèse, en fait, tu vas approfondir un sujet pendant 3 ans. Et donc, tu vas, au fur et à mesure des 3 années, comme je l'ai dit, publier l'avancée de tes recherches dans des articles. Et ces articles, tu les soumets ensuite dans des revues scientifiques et elles sont acceptées ou refusées, en fait. Et voilà, et après, il y avait une question aussi pour les débouchés après une thèse. Enfin, on peut tout à fait retourner en entreprise ou du coup rester dans l'académie et plutôt viser une carrière d'enseignant-chercheur. Et donc, moi, c'est ce que, pour l'instant, c'est ce que je veux faire. Je veux plutôt rester dans l'enseignement. Après, j'ai le temps de changer d'avis encore en 3 ans, mais voilà, pour l'instant, c'est ce que je voudrais faire. D'accord, merci beaucoup. Et donc, pour également répondre à une question qui est bonsoir Chloé, peux-tu m'éclaircir s'il te plaît sur la majeure conversion d'énergie et transfert d'énergie? Merci. Donc, il faut savoir que je viens tout d'abord, donc c'est mon premier semestre dans le parcours énergie et environnement. Et donc, je ne pourrais pas vraiment te dire exactement ce que c'est conversion d'énergie parce que c'est juste mon 3e cours sur la conversion d'énergie. Mais en fait, nous sommes en train d'étudier par exemple les diodes et les transistors. Et en fait, c'est lorsque vous allez brancher en fait, par exemple, votre téléphone, votre téléphone va envoyer une puissance qui va se transformer en électrique pour pouvoir recharger votre téléphone. Donc, c'est plutôt ça. Et il faut également savoir que pour les projets en conversion d'énergie, actuellement, nous avons des Ingé3 qui sont donc en train de faire donc, des projets et qui sont en partenariat donc, avec Airbus. Donc, voilà.
Pour les questions, c'est fini et je vais donc laisser la parole à Sophia. Merci beaucoup, Chloé. Donc, nous allons passer du coup à cette fin, malheureusement. Donc, je vais parler un petit peu des prochains événements qui vont se passer. Donc, oui, malgré le Covid, on a des événements. Prochainement, là, c'est ce samedi. Donc, ce sont des journées portes ouvertes sur les 4 campus. Donc, de 9h30 à 13h30, contrairement aux anciennes JPO, c'était vraiment toute la journée. Donc, l'inscription, est obligatoire, donc sur le site de la SME. Nous avons également un live du coup de 11h à 11h20. Donc, ce sont les étudiants qui vont vous faire visiter le campus, donc comme à chaque JPO. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et enfin, on va clore cette journée porte ouverte par une journée porte ouverte à distance, du coup, donc de 15h30 à 17h. Et là, ce seront plusieurs étudiants et les directeurs qui vous parleront des formations et de la vie sur le campus. Donc, normalement, si les restrictions sont bonnes, on devrait rester sur cette lancée-là. Sinon, n'ayez pas peur, on a toujours des JPO à distance s'il y a un problème. Donc, comment nous contacter et nous suivre? Donc, ça serait sur Instagram la plupart du temps. Donc, nous avons récemment créé 4 comptes Instagram, donc toutes des SME Inside, donc SME Inside Bordeaux, SME Inside Lille, SME Inside Paris, SME Inside Lyon. Et donc, ils sont tous tenus par des étudiants, comme des étudiants que vous venez de voir aujourd'hui, enfin ce soir. Et donc là, vous avez des QR codes si vous voulez vous abonner directement. Donc, j'espère que cette dernière session de cette saison 1 vous a été bénéfique. Pour nous, en tout cas, on a appris beaucoup et je tiens à remercier tous les spectateurs. Donc, merci à tous et passez une excellente soirée.